Chapitre 2. La chasse de Kaa. Maxime de Balou. Ses taches sont l'orgueil du léopard, ses cornes du buffle sont l'honneur. Sois net, car à l'éclat de la robe on reconnaît la force du chasseur. Que le sambur ait la corne aiguë et le taureau les muscles puissants, ne prends pas le soin de nous l'apprendre, on savait cela depuis 10 ans. Ne moleste jamais les petits d'autrui, mais nomme-les sœurs et frères. Sans doute ils sont faibles et balourds, mais peut-être que l'ours est leur mère. La jeunesse dit « Qui donc me vaut en l'orgueil du premier gibier ?» Mais la jungle est grande et le jeune est petit. Il doit se taire et méditer. Tout ce que nous allons dire ici arriva quelque temps avant que Mowgli eût été banni du clan des loups de Sioni, où se fut vengé de Shere Khan le tigre. En ces jours-là, Balou lui enseignait la loi de la jungle. Le grand ours brun, vieux et grave, se réjouissait d'un élève à l'intelligence si prompte, car les jeunes loups ne veulent apprendre la loi de la jungle que ce qui concerne le clan et leur tribu. Ils décampent dès qu'ils peuvent répéter le refrain de chasse. Pieds qui ne font pas de bruit, yeux qui voient dans l'ombre, oreilles tendues au vent, du fond des cavernes et dents blanches pour mordre, qui porte ces signes de nos frères, sauf Tabaki le chacal et la hyène que nous haïssons. Mais Mowgli, comme petit homme, dut en apprendre bien plus long. Quelquefois Bagheera la panthère noire venait en flânant au travers de la jungle voir ce que devenait son favori et restait à ronronner, la tête contre un arbre, pendant que Mowgli récitait à Balou la leçon du jour. L'enfant savait grimper presque aussi bien qu'il savait nager, et nager presque aussi bien qu'il savait courir. Aussi Balou, le docteur de la loi, lui apprenait-il les lois des bois et des eaux, à distinguer une branche pourrie d'une branche saine, à parler poliment aux abeilles sauvages quand il rencontrait par surprise un de leurs essaims à 50 pieds au-dessus du sol. Les paroles à dire à Mang, la chauve-souris, quand il la dérangeait dans les branches au milieu du jour, et la façon d'avertir les serpents d'eau dans les mares avant de plonger au milieu d'eux. Dans la jungle, personne n'aime être dérangé, et on y est toujours prêt à se jeter sur un intrus. En outre, Mowgli apprit également le cri de chasse de l'étranger, qu'un habitant de la jungle, toutes les fois qu'il chasse hors de son terrain, doit répéter à voix haute jusqu'à ce qu'il ait reçu réponse. Traduit, cela signifie « Donnez-moi liberté de chasser ici, j'ai faim ». La réponse est « Chasse donc pour ta faim, mais non pour ton plaisir ». Tout cela vous donnera une idée de ce qu'il fallait à Mowgli apprendre par cœur. Et il se fatiguait beaucoup d'avoir à répéter 100 fois la même chose, mais comme Balou le disait à Bagheera, un jour que Mowgli avait reçu la correction d'un coup de patte et s'en était allé bouder, le petit homme est un petit homme, il doit apprendre toute, tu entends bien, toute la loi de la jungle. Oui, mais pense combien il est petit, dit la panthère noire. Qui aurait gâté Mowgli si elle en avait fait à sa guise? Comment la petite tête peut-elle garder tous ces longs discours? Y a-t-il quelque chose dans la jungle de trop petit pour être tué? Non. C'est pourquoi je lui enseigne ces choses, et c'est pourquoi je le corrige. Oh, très doucement, lorsqu'il oublie. Doucement? Tu t'y connais en douceur, vieux pied de fer, grogna Bagheera. Elle lui a joliment meurtri le visage aujourd'hui, ta douceur. Fi. J'aime mieux le voir meurtri de la tête aux pieds par moi qui l'aime que mes aventures lui survenir à cause de son ignorance, répondit Balou avec beaucoup de chaleur. Je suis en train de lui apprendre les maîtres mots de la jungle appelés à le protéger auprès des oiseaux, du peuple serpent et de tout ce qui passe sur 4 pieds sauf son propre clan. Il peut maintenant, s'il veut seulement se rappeler les mots, se réclamer de toute la jungle. Est-ce que cela ne vaut pas une petite correction? Eh bien, en tout cas, prends garde à ne point me tuer, mon petit homme. Ce n'est pas un tronc d'arbre bon à aiguiser tes griffes émoussées. Mais quels sont les maîtres mots? Il me convient plutôt d'accorder aide que d'en demander. Bagheera étira une de ses pattes pour en admirer les griffes, dont l'acier bleu s'aiguisait au bout comme un ciseau à froid. Toutefois, j'aimerais savoir. Je vais appeler Mowgli pour qu'il te les dise s'il est disposé. Viens, petit frère. Ma tête sonne comme un arbre à frelons, dit une petite voix maussade au-dessus de leur tête. Et Mowgli se laissa glisser le long d'un arbre. Il avait la mine fâchée. Ce fut avec pétulance qu'au moment de toucher le sol, il ajouta « Je viens pour Bagheera, pas pour toi, vieux Balou. » Peu m'importe, dit Balou, froissé et peiné. Répète alors à Bagheera les maîtres mots de la jungle que je t'ai appris aujourd'hui. Les maîtres mots pour quel peuple? Demanda Mowgli, charmé de se faire valoir. La jungle a beaucoup de langues, et moi je les connais toutes. Tu sais quelque chose, mais pas beaucoup. Vois, Bagheera, ils ne remercient jamais leur maître. Jamais le moindre louveteau vint-il remercier le vieux Balou de ses leçons? Dis le mot pour les peuples chasseurs, alors, grand savant.
Nous sommes du même sang, vous et moi, dit Mowgli en donnant au mot l'accent ours dont se sert tout le peuple chasseur. Bien, maintenant pour les oiseaux. Mowgli répéta en ajoutant le cri du vautour à la fin de la phrase. Maintenant pour le peuple serpent, dit Bagheera. La réponse fut un sifflement tout à fait indescriptible, après quoi Mowgli se donna du pied dans le derrière, battit des mains pour applaudir lui-même et sauta sur le dos de Bagheera où il s'assit de côté pour jouer du tambour avec les talons sur le pelage luisant et faire à Balou les plus affreuses grimaces qu'il put imaginer. Là, cela valait bien une petite correction, dit avec tendresse l'ours brun. Un jour peut-être tu m'en sauras gré. Puis il se retourna pour dire à Bagheera comment l'enfant avait appris les maîtres mots de Hati, l'éléphant sauvage, qui savait tout ce qui a rapport à ces choses, et comment Hati avait mené Mowgli à une mare pour apprendre d'un serpent d'eau le mot des serpents, que Balou ne pouvait prononcer, et comment Mowgli se trouvait maintenant suffisamment garanti contre tous les accidents possibles dans la jungle, parce que ni serpent, ni oiseau, ni bête de 4 pieds ne lui ferait de mal. Personne n'est donc à craindre, conclut Balou en caressant avec orgueil son gros ventre fourré. Sauf ceux de sa propre tribu, dit à voix basse Bagheera. Puis tout haut, s'adressant à Mowgli. Fais attention à mes côtes, petit frère, qu'as-tu donc à danser ainsi? Mowgli, voulant se faire entendre, tirait à pleine poignée sur l'épaule de Bagheera et lui administrait de vigoureux coups de pied. Quand enfin tous deux prêtèrent l'oreille, il cria très fort. « Moi aussi j'aurai une tribu à moi, une tribu à conduire à travers les branches toute la journée. » Quelle est cette nouvelle folie, petit songeur de chimère, dit Bagheera. Oui, et pour jeter des branches et de la crotte au vieux Balou, continua Mowgli. Ils me l'ont promis, ha! Ouf! Une grosse patte de Balou jeta Mowgli à bas du dos de Bagheera. L'enfant, tombé en boule entre les grosses pattes de devant, put voir que l'ours était en colère. Mowgli, dit Balou, tu as parlé au Bandarlog, le peuple singe. Mowgli regarda Bagheera pour voir si la panthère se fâchait aussi. Les yeux de Bagheera étaient aussi durs que des pierres de jade. Tu as frayé avec le peuple singe, les singes gris, le peuple sans loi, les mangeurs de tout. C'est une grande honte. Quand Balou m'a meurtri la tête, dit Mowgli, il était encore sur le dos, je suis parti. Les singes gris sont descendus des arbres pour s'apitoyer sur moi. Personne d'autre ne s'en souciait. Il se mit à pleurnicher. La pitié du peuple singe, ronfla Balou. Le calme du torrent de montagne, la fraîcheur du soleil d'été. Et alors, petit homme? Et alors ils m'ont donné des noix et tout plein de bonnes choses à manger. Et ils m'ont emporté dans leurs bras jusqu'au sommet des arbres pour me dire que j'étais leur frère par le sang, sauf que je n'avais pas de queue et qu'un jour je serais leur chef. Ils n'ont pas de chef, dit Bagheera. Ils mentent. Ils ont toujours menti. Ils ont été très bons et m'ont prié de revenir. Pourquoi ne m'a-t-on jamais mené chez le peuple singe? Ils se tiennent sur leurs pieds, comme moi. Ils ne cognent pas avec des grosses pattes. Ils jouent toute la journée. Laissez-moi monter, vilain Balou, laisse-moi monter. Je veux retourner jouer avec eux. Écoute, petit homme, dit l'ours, et sa voix gronda comme le tonnerre dans la nuit chaude. Je t'ai appris toute la loi de la jungle pour tous les peuples de la jungle sauf le peuple singe qui vit dans les arbres. Ils n'ont pas de loi. Ils n'ont pas de patrie. Ils n'ont pas de langage à eux, mais se servent de mots volés, entendus par hasard lorsqu'ils écoutent et nous épient là-haut, à l'affût dans les branches. Leur chemin n'est pas le nôtre. Ils n'ont pas de chef, ils n'ont pas de mémoire, ils se vantent et jacassent et se donnent pour un grand peuple prêt à faire de grandes choses dans la jungle, mais la chute d'une noix suffit à détourner leurs idées. Ils rient et tout est oublié. Nous autres de la jungle, nous n'avons aucun rapport avec eux. Nous ne buvons pas où boivent les singes, nous n'allons pas où vont les singes, nous ne chassons pas où ils chassent, nous ne mourrons pas où ils meurent. M'as-tu jamais jusqu'à ce jour entendu parler des Bandarlog? Non, dit Mowgli tout bas, car le silence était très grand dans la forêt maintenant que Balou avait fini de parler. Le peuple de la jungle a banni leur nom de sa bouche et de sa pensée. Ils sont nombreux, méchants, malpropres, sans pudeur, et ils désirent, autant qu'ils sont capables, de fixer un désir, que le peuple de la jungle fasse attention à eux. Mais nous ne faisons point attention à eux, même lorsqu'ils nous jettent des noix et du bois mort sur la tête. Il avait à peine achevé qu'une grêle de noix et de brindilles dégringola à travers le feuillage, et on put entendre des ébrouements, des bonds irrités très haut dans les branches. Le peuple singe est interdit, prononça Balou. Interdit auprès du peuple de la jungle. Souviens-t'en. Interdit, répéta Bagheera. Mais je pense tout de même que Balou aurait dû te prémunir contre eux. Moi, comment aurais-je deviné qu'il irait jouer avec pareille ordure, le peuple singe? Pouah! Une nouvelle grêle s'abattit sur leur tête, et ils détalèrent au trot, emmenant Mowgli avec eux.
Ce que Balou avait dit des singes était parfaitement vrai. Ils appartenaient aux cimes des arbres, et comme les bêtes regardent très rarement en l'air, l'occasion ne se présentait guère pour eux et le peuple de la jungle de se rencontrer. Mais toutes les fois qu'ils trouvaient un loup malade ou un tigre blessé ou un ours, les singes le tourmentaient, et ils avaient coutume de jeter des bâtons et des noix à n'importe quelle bête, pour rire, dans l'espoir qu'on les remarquerait. Puis ils criaient ou braillaient à tue-tête des chansons dénuées de sens, et ils provoquaient le peuple de la jungle à grimper aux arbres pour lutter avec eux, ou bien sans motif s'élancer en furieuse bataille les uns contre les autres, en prenant soin de laisser les singes morts là où le peuple de la jungle pourrait les voir. Toujours sur le point d'avoir un chef, les lois et des coutumes à eux, ils ne se résolvaient jamais. Leur mémoire étant incapable de bien retenir d'un jour sur l'autre, aussi arrangeaient-ils les choses au moyen d'un dicton. Ce que les bandarlogues pensent maintenant, la jungle le pensera plus tard. Dont ils tiraient un grand réconfort. Aucune bête ne pouvait les atteindre, mais d'un autre côté, aucune bête ne faisait attention à eux, et c'est pourquoi ils avaient été si contents d'attirer Mowgli et d'entendre combien Balou en ressentait d'humeur. Ils n'avaient pas l'intention de faire davantage. Les bandarlogues n'ont jamais d'intention, mais l'un imagina, et l'idée lui parut lumineuse, de dire aux autres que Mowgli serait utile à posséder dans la tribu, parce qu'il savait entrelacer les branches en abri contre le vent, et que s'il s'en saisissait, il pourrait le forcer à leur apprendre. Mowgli, en effet, comme enfant de bûcheron, avait hérité de toutes sortes d'instincts et s'amusait souvent à fabriquer de petites huttes à l'aide de branches tombées sans savoir pourquoi. Le peuple singe, guettant dans les arbres, considérait ce jeu comme la chose la plus surprenante. Cette fois, disait-il, ils allaient réellement avoir un chef et devenir le peuple le plus sage de la jungle. Si sage qu'ils seraient tous, pour tous les autres, un objet de remarque et d'envie. Aussi suivirent-ils, Balou, Bagheera et Mowgli, à travers la jungle, fort silencieusement, jusqu'à ce que vint l'heure de la sieste de midi. Alors, Mowgli, très grandement honteux de lui-même, s'endormit entre la panthère et l'ours, résolu à n'avoir plus rien de commun avec le peuple singe. La première chose qu'il se rappela ensuite, ce fut une sensation de main sur ses jambes et ses bras, de petites mains dures et fortes, puis de branches lui fouettant le visage, et son regard plongeait à travers l'agitation des ramures, tandis que Balou éveillait la jungle de ses cris profonds et que Bagheera bondissait le long de l'arbre, tous ses crocs à nu. Les bandarlogues hurlaient de triomphe et luttaient, à qui tiendrait le plus vite les branches supérieures où Bagheera n'oserait les suivre, criant « Ils nous ont remarqués, Bagheera nous a remarqués, tout le peuple de la jungle nous admire pour notre adresse et notre ruse !» Alors commença leur fuite, et la fuite du peuple singe au travers de la patrie des arbres est une chose que personne ne décrira jamais. Ils y ont leur route régulière et leur chemin de traverse, des côtes, des descentes, tout tracés à 50, 60, 100 pieds au-dessus du sol, et par lesquels ils voyagent même la nuit s'il le faut. 2 des singes les plus forts avaient empoigné Mowgli sous les bras et volaient à travers les cimes des arbres par bonds de 20 pieds à la fois. Seuls ils auraient avancé 2 fois plus vite, mais le poids de l'enfant les retardait. Tout mal à l'aise et pris de vertige qu'il se sentit, Mowgli ne pouvait s'empêcher de jouir de cette course furieuse. Mais il frissonna d'apercevoir par éclair le sol si loin au-dessous de lui, et les chocs, les secousses terribles au bout de chaque saut lui balançaient à travers le vide, lui mettaient le cœur entre les dents. Son escorte s'élançait avec lui vers le sommet d'un arbre, jusqu'à ce qu'il sentît les extrêmes petites branches craquer et plier sous leur poids. Puis avec un « han » guttural, il se jetait, décrivant dans l'air une courbe descendante, et se recevait suspendu par les mains et par les pieds aux branches basses de l'arbre voisin. Parfois, il découvrait des milles et des milles de calme jungle verte, de même qu'un homme au sommet d'un mât plonge à des lieues dans l'horizon de la mer. Puis, les arbres et les feuilles lui cinglaient le visage et tout de suite après, ses 2 gardes et lui descendaient presque toucher terre de nouveau. Ainsi, à grand renfort de bonds, de fracas, d'ans et de hurlements, la tribu entière des bandalogues filait à travers la route des arbres avec Mowgli, leur prisonnier. D'abord, il eut peur qu'on le laissât tomber. Puis il sentit monter la colère. Mais il savait l'inutilité de la lutte, il se mit à réfléchir. La première chose à faire était d'avertir Balou et Bagheera, car au train où allaient les singes, il savait que ses amis seraient vite distancés. Regarder en bas, cela n'eût servi de rien, car il ne pouvait voir que le dessus des branches. Aussi dirigea-t-il les yeux en l'air et vit-il, au loin, dans le bleu, Chil, le vautour, en train de flâner et de tournoyer au-dessus de la jungle qu'il surveillait dans l'attente de choses à mourir. Chil s'aperçut que les singes portaient il ne savait quoi et se laissa choir de quelques centaines de pieds pour voir si leur fardeau était bon à manger. Il siffla de surprise quand il vit Mowgli remorqué à la cime d'un arbre et l'entendit lancer l'appel du vautour. « Nous sommes du même sang, toi et moi. » Les vagues de branches se refermèrent sur l'enfant, mais Chil, d'un coup d'aile, se porta au-dessus de l'arbre suivant, assez de temps pour voir émerger de nouveau la petite face brune. « Relève ma trace !» cria Mowgli. « Préviens Balou de la tribu de Sioni et Bagheera du Conseil du Rocher. »« Au nom de qui, frère ?»
Chil n'avait jamais vu Mowgli auparavant, bien que naturellement il eût entendu parler de lui. « De Mowgli, la grenouille, le petit homme, qu'il m'appelle. Le petit homme, il m'appelle. Relève ma trace !» Ces derniers mots furent criés à tue-tête tandis qu'on le balançait en l'air. Mais Chil fit un signe d'assentiment et s'éleva en ligne perpendiculaire jusqu'à ce qu'il ne parût pas plus gros qu'un grain de sable. Alors il resta suspendu, suivant du télescope de ses yeux le sillage dans les cimes, tandis que l'escorte de Mowgli y passait en tourbillon. « Ils ne vont jamais loin, dit-il avec un petit rire. Ils ne font jamais ce qu'ils ont projeté de faire. Toujours prêts, les bandarlogues, à donner du bec dans des nouveautés. Cette fois, si j'ai bon œil, ils ont mis le bec dans quelque chose qui leur donnera de la besogne, car Balou n'est pas un poussin et Bagheera peut, je le sais, tuer mieux que des chèvres. » Là-dessus, il se berça sur ses ailes, les pattes ramenées sous le ventre, et il attendit. Pendant ce temps, Balou et Bagheera se dévoraient de chagrin et de rage. Bagheera grimpait comme jamais de sa vie auparavant, mais les branches minces se brisaient sous le poids de son corps qui glissait jusqu'en bas, de l'écorce plein les griffes. « Pourquoi n'as-tu pas averti le petit homme » rugissait le félin aux oreilles du pauvre Balou qui s'était mis en route de son trot massif dans l'espoir de rattraper les singes. « Quelle utilité de le tuer de coups si tu ne l'avais pas prévenu ?»« Vite, ah, vite, nous pouvons encore les rattraper » haletait le Balou. « À ce pas, il ne forcerait pas une vache blessée. Docteur de la loi, frappeur d'enfants, un maïs à rouler et à tanguer de la sorte et tu éclaterais. Assieds-toi, tranquille, réfléchis. Fais un plan, ce n'est pas le moment de leur donner la chasse. Ils pourraient le laisser tomber et si nous les serrions de trop près. Ah, Rula, où ils ont peut-être laissé tomber déjà, fatigués de le porter. Qui peut se fier au bandarlogue? Qu'on me mette des chauves-souris mortes sur la tête, qu'on me donne des os noirs à ronger, qu'on me roule dans des ruches d'abeilles sauvages pour que j'y sois piqué à mort et qu'on m'enterre avec la hyène, car je suis le plus misérable des ours. Mowgli, Mowgli, pourquoi ne t'ai-je pas prémuni contre le peuple singe au lieu de te cogner la tête? Qui sait maintenant si mes coups n'ont pas fait envoler de sa mémoire la leçon du jour et s'il ne se trouvera pas seul dans la jungle sans les maîtres mots? Balou se prit la tête entre les pattes et se mit à rouler de droite et de gauche en gémissant. « En tout cas, il m'a redit les maîtres mots très correctement il y a peu de temps, » dit Bagheera avec impatience. « Balou, tu n'as ni mémoire ni respect de toi-même. Que penserait la jungle si moi, la panthère noire, je me roulais en boule comme Saï le porc-épic pour me mettre à hurler? Je me moque bien de ce que pense la jungle, il est peut-être mort à l'heure qu'il est. À moins qu'il ne l'ait laissé tomber des branches en manière de passe-temps, qu'il l'ait tué par paresse de le porter plus loin ou jusqu'à ce qu'il le fasse, je n'ai pas peur pour le petit homme. Il est sage, il sait des choses et par-dessus tout il a ses yeux, que craint le peuple de la jungle. Mais, et c'est un grand malheur, il est au pouvoir des bandarlogues, et parce qu'ils vivent dans les arbres, ils ne redoutent personne parmi nous. » Bagheera lécha une de ses pattes de devant pensivement. « Vieux fou que je suis, lourdeau à poils bruns, gros fouilleur de racines, dit Balou en se déroulant brusquement. C'est vrai ce que dit Hati l'éléphant sauvage, à chacun sa crainte, et eux les bandarlogues, ils craignent Kaa, le serpent de rocher, ils grimpent aussi bien qu'eux, ils volent les petits des singes dans la nuit, le murmure seul de son nom les glace jusqu'au bout de leur méchante queue. Allons trouver Kaa. Que fera-t-il pour nous? Il n'est pas de notre race puisqu'il est sans pied, et il a les yeux les plus funestes, dit Bagheera. Il est aussi vieux que rusé. Par-dessus tout, il a toujours faim, dit Balou plein d'espoir. Promets-lui beaucoup de chèvres. Il dort un mois plein après chaque repas, et il se peut qu'il dorme maintenant, et fût-il éveillé qu'il préférerait peut-être tuer lui-même ses chèvres. Bagheera, qui ne savait pas grand-chose de Kaa, se méfiait, comme il sied. En ce cas, à nous deux, vieux chasseurs, nous pourrions lui faire entendre raison. Là-dessus, Balou frotta le pelage roussi de sa brune épaule contre la panthère, et ils partirent ensemble à la recherche de Kaa, le python de rocher. Ils le trouvèrent étendu sur une saillie de roc que chauffait le soleil de midi, en train d'admirer la magnificence de son habit neuf, car il venait de consacrer 10 jours de retraite à changer de peau, et maintenant il apparaissait dans toute sa splendeur, sa grosse tête camuse, dardée au ras du sol, les 30 pieds de long de son corps, tordu en nœuds et en courbes capricieuses, et se léchant les lèvres à la pensée d'un repas à venir. Il n'a pas mangé, dit Balou, en grognant de soulagement à la vue du somptueux habit marqué de brun et de jaune. Fais attention, Bagheera, il est toujours un peu myope après avoir changé de peau, très prompt à l'attaque. Kaa n'est pas un serpent venimeux. En fait, il méprise plutôt les serpents venimeux qu'il tient pour des lâches, mais sa force réside dans son étreinte, et une fois enroulé, ses anneaux énormes autour de qui que ce soit, il n'y a plus rien à faire. Bonne chasse! Cria Balou en s'asseyant sur ses hanches. Comme tous les serpents de son espèce,
Kaa est presque sourd, et tout d'abord il n'entendit pas l'appel. Cependant il se leva, prêt à tout événement, la tête basse. « Bonne chasse à tous, répondit-il enfin. « Oh, Balou, que fais-tu ici ?»« Bonne chasse, Bagheera. L'un de nous, au moins, a besoin de manger. A-t-on vent de gibier sur pied? Une biche, peut-être, sinon un jeune daim. Je suis aussi vide qu'un puits à sec. »« Nous sommes en train de chasser, » fit Balou négligemment. Il savait qu'il ne faut pas presser Kaa. Il est trop gros. « Permettez-moi de me joindre à vous, dit Kaa. Un coup de patte de plus ou de moins n'est rien pour toi, Bagheera. Ni pour toi, Balou, alors que moi, il me faut attendre et attendre des jours dans un sentier et grimper la moitié d'une nuit pour un maigre hasard d'un jeune singe. Psh, les arbres ne sont plus autant qu'ils étaient dans ma jeunesse, tout rameaux pourris et branches sèches. »« Il se peut que ton grand poids y soit pour quelque chose, » répliqua Balou. « Oui, je suis d'une jolie longueur, dit Kaa avec une pointe d'orgueil. Mais malgré tout, c'est la faute de ce bois nouveau. J'ai failli de bien près tomber lors de ma dernière prise. Bien près en vérité, et en glissant car ma queue n'enveloppait pas étroitement l'arbre. J'ai réveillé les bandarlogues et ils m'ont donné les plus vilains noms. »« Kudjat, ver de terre jaune, dit Bagheera dans ses moustaches, comme se rappelant de souvenirs. M'ont-ils appelé comme ça demanda Kaa. C'était quelque chose de la sorte, qu'ils nous braillaient à la dernière lune, mais nous n'y avons pas fait attention. Ils disent n'importe quoi, même, par exemple, que tu as perdu tes dents et que tu n'oses affronter rien de plus qu'un gros chevreau, parce que... Ils n'ont vraiment aucune pudeur, ces bandarlogues. Parce que tu crains les cornes des boucs, continua suavement Bagheera. Or, un serpent, et surtout un vieux python circonspect de l'espèce de Kaa, montre rarement qu'il est en colère. Mais Balou et Bagheera purent voir ses gros muscles engloutisseurs onduler et se gonfler des deux côtés de sa gorge. « Les bandarlogues ont changé de terrain, dit-il tranquillement. Je suis monté ici au soleil aujourd'hui. J'ai entendu leur huée parmi les cimes des arbres. »« Ce sont les bandarlogues que nous suivons en ce moment, dit Balou. » Mais les mots s'étranglaient dans sa gorge, car c'était la première fois à son souvenir qu'un animal de la jungle avouait s'intéresser aux actes des singes. Sans doute alors que ce n'est point une petite affaire, qui met de tels chasseurs tels que vous, chefs dans leur propre jungle, j'en suis certain, sur la piste des bandarlogues, répondit Kaa courtoisement en enflant de curiosité. À vrai dire, commença Balou, je ne suis rien de plus que le vieux et parfois imprévoyant docteur de la loi des louveteaux de Sioni, et Bagheera ici est Bagheera, dit la panthère noire. Et ses mâchoires se refermèrent avec un bruit sec, car l'humilité n'était pas de son fait. Voici l'affaire, car ces voleurs de noix, ramasseurs de palmes, ont emporté notre petit homme dont tu as peut-être ouï parler. J'ai entendu raconter par Saï, c'est piquant le rendre présomptueux, qu'une sorte d'homme était entré dans un clan de loups, mais je ne l'ai pas cru. Saï est plein d'histoires à moitié entendues et très mal répétées. Eh bien c'est vrai, il s'agit d'un petit homme comme on n'en a jamais vu, dit Balou, le meilleur, le plus sage, le plus hardi des petits hommes, mon propre élève, qui rendra fameux le nom de Balou à travers toutes les jungles, et de plus nous l'aimons car... dit Kaa en balançant sa tête d'un mouvement de navette. Moi aussi, j'ai su ce que c'est d'aimer. Il y a des histoires que je pourrais dire. Il faudrait une nuit claire et l'estomac garni pour louer dignement, dit Bagheera avec vivacité. Notre petit homme est, à l'heure qu'il est, entre les mains des bandarlogues. Nous savons que tout le peuple de la jungle, Kaa, est celui le seul qu'il redoute. Je suis le seul qu'ils redoutent. Ils ont bien raison, dit Kaa. Bavardage, folie, vanité, vanité, folie et bavardage, voilà les singes. Mais pour une chose humaine, c'est un mauvais hasard que de tomber entre leurs mains. Ils se fatiguent vite des noix qu'ils cueillent et les jettent. Ils promènent une branche une demi-journée avec l'intention d'en faire quelque chose, et tout à coup ils la cassent en deux. Cette créature humaine n'est pas à envier. Ils m'ont appelé aussi poisson jaune, n'est-ce pas? Ver de terre, dit Bagheera, et bien d'autres choses que je ne peux maintenant répéter par pudeur. Ils ont besoin qu'on leur apprenne à parler de leur maître, ils ont besoin qu'on aide à leur manque de mémoire. En ce moment, où sont-ils allés avec le petit? La jungle seule le sait, vers le soleil couchant, je crois, dit Balou.
Nous avions pensé que tu saurais, car... Moi, comment je les prends quand ils tombent sur ma route? Mais je ne chasse pas les bandarlogues, pas plus que les grenouilles, ni que l'écume verte sur les trous d'eau. Quant à cela... Ici, en haut, en haut. Ilo, regardez en l'air, Balou, du clan des loups de Sioni. Balou leva les yeux pour voir d'où venait la voix, et Chil, le vautour, apparut. Il descendit en fauchant l'air, et le soleil brillait sur les franges rebroussées de ses ailes. C'était presque l'heure du coucher pour Chil, mais il avait battu toute l'étendue de la jungle à la recherche de l'ours, sans pouvoir le découvrir sous l'épais feuillage. « Qu'est-ce » dit Balou. « J'ai vu Mowgli parmi les bandarlogues. Il m'a prié de vous le dire. J'ai veillé. Les bandarlogues l'ont emporté au-delà de la rivière, à la cité des singes, aux grottes froides. Il est possible qu'il reste une nuit, 10 nuits, 1 heure. J'ai dit aux chauves-souris de les guetter pendant les heures obscures. Voilà mon message. Bonne chasse, vous, tous en bas. » Pleine gorge et profond sommeil, Chil, cria Bagheera. Je me souviendrai de toi lors de ma prochaine prise. Je réserverai la tête pour toi seul, ô meilleur des vautours. Ce n'est rien. L'enfant avait le maître mot, je ne pouvais pas faire moins. Et Chil remonta en décrivant un cercle pour gagner son air. Il n'a pas oublié sa langue, dit Balou avec un petit rire d'orgueil. Si jeune, et se souvenir du maître mot, même celui des oiseaux, tandis qu'on est traîné par le sommet des arbres. On le lui avait enfoncé assez ferme dans la tête, dit Bagheera. Mais nous sommes contents de lui, et maintenant, il nous faut aller aux grottes froides. Ils savaient tous où se trouvait l'endroit, mais peu l'avaient jamais visité parmi le peuple de la jungle. Ce qu'ils appelaient en effet les grottes froides était une vieille ville abandonnée, perdue, enfouie dans la jungle, et les bêtes fréquentaient rarement un endroit que les hommes avaient déjà fréquenté. Il arrive bien aux sangliers de le faire, mais jamais aux tribus qui chassent. En outre, les singes y habitaient, autant qu'ils peuvent passer pour habiter quelque part, et nul animal qui se respecte n'eût approché à portée de regard, sauf en temps de sécheresse, quand les citernes et les réservoirs à demi ruinés contenaient encore un peu d'eau. « C'est un voyage d'une demi-nuit, à toute allure, » dit Bagheera. Balou prit un air soucieux. « J'irai le plus vite que je peux, fit-il anxieusement. « Nous n'osons pas t'attendre. Suis-nous, Balou. Il nous faut filer d'un pied lest, Kaa et moi. » Avec ou sans pied, je me tiendrai de pair avec toi sur tes 4 pattes, repartit Kaa sèchement. Balou fit effort pour se hâter, mais il dut s'asseoir en soufflant. Ils le laissèrent donc. Ils suivraient plus tard, et Bagheera pressa vers le but de son rapide galop de panthère. Kaa ne disait rien, mais quelque effort que fit Bagheera, l'énorme piton de rocher se tenait à son niveau. Au passage d'un torrent de montagne, Bagheera prit de l'avance, ayant franchi d'un bond et laissant Kaa traverser à la nage, la tête et 2 pieds de cou hors de l'eau. Mais sur terrain égal, Kaa rattrapait la distance. « Par la serrure brisée qui me délivra, dit Bagheera, quand tomba le crépuscule. Tu n'es pas un petit marcheur. »« J'ai faim, dit Kaa. En outre, ils m'ont appelé grenouille mouchetée. Vert de terre et jaune par-dessus le marché. C'est un tout. Allons !» Et Kaa semblait se répandre lui-même sur le sol où ses yeux sûrs choisissaient la route la plus courte et savaient la garder. Aux grottes froides, le peuple singe ne songeait pas du tout aux amis de Mowgli. Ils avaient apporté l'enfant à la ville perdue et se trouvaient pour le moment très satisfaits d'eux-mêmes. Mowgli n'avait jamais vu de ville hindoue auparavant, et bien que celle-ci ne fût guère qu'un amoncellement de ruines, le spectacle lui parut aussi splendide qu'étonnant. Quelques rois l'avaient bâti au temps jadis sur une petite colline. On pouvait encore discerner les chaussées de pierre qui conduisaient aux portes en ruine et où de derniers éclats de bois pendaient aux gonds rongés de rouille. Des arbres avaient poussé entre les pierres des murs, des créneaux étaient tombés, s'effritaient par terre, des lianes, sauvages, aux fenêtres des tours se balançaient en grosses touffes. Un grand palais sans toit couronnait la colline. Le marbre des cours d'honneur et des fontaines se fendait, tout tacheté de rouge et de vert, et les galets même des cours où habitaient naguère les éléphants royaux avaient été soulevés, disjoints par les herbes et les jeunes arbres. Du palais, on pouvait voir les innombrables rangées de maisons sans toit qui composaient la ville, semblables à des rayons de miel vides, emplis de ténèbres. Le bloc de pierre informe qui avait été une idole sur la place où se rencontraient 4 routes, des puits, des rigoles au coin des rues, où se creusaient jadis les réservoirs publics, et des dômes brisés des temples avec des figuiers sauvages qui sortaient de leurs flancs. Les singes appelaient ce lieu leur ville et affectaient de mépriser le peuple de la jungle parce qu'il vit dans la forêt. Cependant, ils ne savaient jamais quel usage avaient été destinés les édifices ni comment y habiter. Ils s'asseyaient en cercle dans le vestibule menant à la chambre du conseil royal, grattaient leurs puces et faisaient semblant d'être des hommes, ou bien ils couraient à travers les maisons sans toit, ramassaient dans un coin des plâtras et de vieilles briques, puis oubliaient les cachettes,
Ou bien ils se battaient, criaient, se chamaillaient en foule, puis cessant tout d'un coup se mettaient à jouer, en haut et en bas des terrasses, dans les jardins du roi, dont ils secouaient les rosiers et les orangers pour le plaisir d'en voir tomber les fruits et les fleurs. Ils exploraient tous les passages, tous les souterrains du palais, et des centaines de petites chambres obscures, mais ils ne se rappelaient jamais ce qu'ils avaient vu. Ils erraient ainsi au hasard, un à un, deux à deux ou par groupe, se félicitant l'un l'autre d'agir tellement comme des hommes. Ils buvaient au réservoir dont ils troublaient l'eau, ils se mordaient pour en approcher, puis s'élançaient tous ensemble en masse compacte, et criaient « Il n'y a personne dans la jungle d'aussi sage, d'aussi bon, d'aussi intelligent, d'aussi fort et d'aussi doux que nous, les bandarlogues. » Ensuite, ils recommençaient jusqu'à ce que, fatigués de la ville, ils retournassent aux cimes des arbres dans l'espoir que le peuple de la jungle les remarquerait. Mowgli, élevé à observer la loi de la jungle, n'aimait ni ne comprenait ce genre de vie. Il se faisait tard dans l'après-midi quand les singes, le portant, arrivèrent aux grottes froides, et au lieu d'aller dormir, comme Mowgli l'aurait fait après un long voyage, ils se prirent par la main et se mirent à danser en chantant leurs plus folles chansons. Un des singes fit un discours et dit à ses compagnons que la capture de Mowgli marquerait une nouvelle étape dans l'histoire des bandarlogues, car il allait leur montrer comment on entrelaçait les branches et les roseaux pour s'abriter contre la pluie et le vent. Mowgli cueillit des lianes, entreprit de les tresser. Les singes essayèrent de l'imiter, mais au bout de quelques minutes, ils ne s'intéressaient plus à leurs besognes, et ils se mirent à tirer la queue de leurs camarades ou à sauter des quatre pattes en toussant. « Je voudrais manger, dit Mowgli. Je suis un étranger dans cette partie de la jungle. Apportez-moi de la nourriture ou permettez-moi de chasser ici. » 20 ou 30 singes bondirent au dehors pour lui rapporter des noix et des papos sauvages, mais ils commencèrent à se battre en route, cela leur eût donné trop de peine de revenir avec ce qu'il restait de fruits. Mowgli, non moins dolori et furieux qu'affamé, vaguait dans la cité vide, lançant de temps à autre le cri de chasse des étrangers, mais personne ne lui répondait, et il pensait qu'en vérité c'était un mauvais gîte qu'il avait trouvé ici. Tout ce que m'a dit Baloo au sujet des bandarlogues est vrai, songeait-il en lui-même. Ils sont sans loi, sans cri de chasse et sans chef, rien qu'en mots absurdes et petites mains prestes et pillardes, de sorte que si je meurs de faim ou suis tué en cet endroit, ce sera ma faute. Mais il faut que j'essaye de retourner dans la jungle. Baloo me battra sûrement, mais ça vaudra mieux que de faire la chasse à ces billevesées en compagnie des bandarlogues. À peine se dirigeait-il vers le mur de la ville que les singes le tirèrent en arrière, en lui disant qu'ils ne connaissaient pas son bonheur, et en le pinçant pour lui donner de la reconnaissance. Il serra les dents et ne dit rien, mais marcha parmi le tumulte des singes braillant jusqu'à une terrasse qui dominait les réservoirs de graisse rouge à demi remplis d'eau de pluie. Au centre de la terrasse se dressaient des ruines d'un pavillon tout de marbre blanc, bâti pour des reines mortes depuis 100 ans. Le toit en forme de dôme s'était écroulé à demi et bouchait le passage souterrain par lequel les reines avaient coutume de venir au palais. Mais les murs étaient faits d'écrans de marbre découpés, merveilleux ouvrages d'entrelacs blancs comme le lait, incrustés d'agates, de cornalines, de jaspe, de lapis-lazuli, et lorsque la lune se montra par-dessus la montagne, elle brilla au travers du glacis ajouré, projetant sur le sol des ombres semblables à une dentelle de velours noir. Tout meurtri, las et à jeun qu'il fut, Mowgli ne put malgré tout s'empêcher de rire quand les bandarlogues se mirent par 20 à la fois à lui remontrer combien ils étaient grands, sages, forts et doux, et quelle folie c'était à lui de vouloir les quitter. « Nous sommes grands, nous sommes libres, nous sommes étonnants, nous sommes le peuple le plus étonnant de toute la jungle, nous le disons tous. Aussi ce doit être vrai, criait-il. Maintenant, comme tu nous entends pour la première fois et que tu es à même de rapporter nos paroles au peuple de la jungle afin qu'il nous remarque dans l'avenir, nous te dirons tout ce qui concerne nos excellentes personnes. » Mowgli ne fit aucune objection, et les singes se rassemblèrent par centaines et centaines sur la terrasse pour écouter leurs propres orateurs chanter les louanges des bandarlogues, et toutes les fois qu'un orateur s'arrêtait, par manque de respiration, ils criaient tous ensemble « C'est vrai, nous pensons de même !» Mowgli hochait la tête, battait les paupières et disait « Oui » quand on lui posait une question, mais tant de bruit lui donnait le vertige. Tabaqui le chacal doit avoir mordu tous ces gens, songeait-il, et maintenant ils ont la rage. Certainement c'est la dinaoui, la folie. Dorment-ils donc jamais? Tiens, voici un nuage sur cette lune de malheur. Si c'était seulement un nuage assez gros pour que je puisse tenter de fuir dans l'obscurité. Mais je suis si lasse. Deux fidèles guettaient le même nuage du fond du fossé en ruine au bas du mur de la ville, car Bagheera et Kaa, ne sachant bien le danger que représentait le peuple singe en masse, ne voulaient pas courir de risques inutiles. Les singes ne luttent jamais à moins d'être à 100 contre 1, et peu d'habitants de la jungle tiennent à jouer semblable partie. « Je vais gravir le mur de l'ouest, murmura Kaa. Fondre sur eux brusquement à la faveur du sol en pente, ils ne se jetteront pas sur mon dos à moi, malgré leur nombre. Mais
Je sais, dit Bagheera, que Balou n'est-il ici, mais il faut faire ce qu'on peut. Quand ce nuage va couvrir la lune, j'irai vers la terrasse. Ils tiennent là une sorte de conseil au sujet de l'enfant. Bonne chasse, dit Kaa à l'air sombre. Et il glissa vers le mur de l'ouest. C'était le moins en ruine, et le gros serpent perdit quelque temps à trouver un chemin pour atteindre le haut des pierres. Le nuage cachait la lune, et comme Mowgli se demandait ce qui allait survenir, il entendit le pas léger de Bagheera sur la terrasse. La panthère noire avait gravi le talus presque sans bruit, et sachant qu'il ne fallait pas perdre son temps à mordre, frappait de droite et de gauche parmi les singes assis autour de Mowgli en cercle de 50 et 60 rangs d'épaisseur. Il y eut un hurlement d'effroi, de rage, et comme Bagheera trébuchait sur les corps qui roulaient et se débattaient sous son poids, un singe cria « Il n'y en a qu'un ici! Tuez-le! Tue !» Une mêlée confuse de singes, mordant, griffant, déchirant, arrachant, se referma sur Bagheera, pendant que 5 ou 6 d'entre eux, s'emparant de Mowgli, le remarquaient jusqu'en haut du pavillon et le poussaient par le trou du dôme brisé. Un enfant, élevé par des hommes, se fut affreusement contusionné, car la chute mesurait 15 bons pieds, mais Mowgli tomba comme Balou lui avait appris à tomber. Il toucha le sol des pieds les premiers. « Reste ici, crièrent les singes, jusqu'à ce que nous ayons tué tes amis, et plus tard nous reviendrons jouer avec toi, si le peuple venimeux te laisse en vie. » « Nous sommes du même sang, vous et moi, » dit vivement Mowgli en lançant un appel au serpent. Il put entendre un frémissement et des sifflements dans les décombres alentours, et il lança l'appel une seconde fois pour être sûr. « Nous sommes du même sang, vous et moi. »« Bien, soit, abat les capuchons, vous tous, » dit une demi-douzaine de voix sourdes. Toutes les ruines de l'Inde deviennent tôt ou tard un repère de serpents, et le vieux pavillon grouillait de cobras. « Reste tranquille, petit frère, car tes pieds pourraient nous faire du mal. » Mowgli se tint immobile autant qu'il lui fut possible, épiant à travers le réseau de marbre et prêtant l'oreille au furieux tapage où luttait la panthère noire. Hurlements, glapissements, bousculades, que dominait le râle rauque et profond de Bagheera, rompant, fonçant, plongeant et virant sous l'état compact de ses ennemis. Pour la première fois depuis sa naissance, Bagheera luttait pour défendre sa vie. Balou doit suivre de près, Bagheera ne serait pas là sans renfort, pensait Mowgli. Et il cria à haute voix « Au réservoir, Bagheera! Gagne les citernes, gagne-les, plonge vers l'eau !» Bagheera entendit, et le cri qui lui apprenait le salut de Mowgli lui rendit de nouveau courage. Elle s'ouvrit un chemin avec ses efforts désespérés, pouce par pouce, droit dans la direction des réservoirs, avançant péniblement en silence. Alors, du mur ruiné, le plus voisin de la jungle, s'éleva comme un roulement le cri de guerre de Balou. Le vieil ours avait fait de son mieux, mais il n'avait pu arriver plus tôt. « Bagheera !» cria-t-il, « me voici, je grimpe, je me hâte ! Les pierres glissent sous mes pieds. Attendez, j'arrive, ô très infâme bandarlogue !» Il n'apparut haletant au haut de la terrasse que pour disparaître jusqu'à la tête sous une vague de singes. Mais il se cala carrément sur ses hanches et, ouvrant ses pattes de devant, il en étreignit autant qu'il pouvait en tenir et se mit à les cogner d'un mouvement régulier. Pat, 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 on eût dit, pour le rythme cadencé, une roue à aube. Un bruit de chute d'eau rejaillissante avertit Mowgli que Bagheera s'était taillé un chemin jusqu'au réservoir où les singes ne pouvaient la suivre. La panthère resta là, suffoquant la tête juste hors de l'eau, tandis que les singes, échelonnés sur les marches rouges par 3 rangs de profondeur, dansaient de rage de haut en bas, prêts à l'attaquer de tous côtés, à la fois si elle faisait mine de sortir pour venir au secours de Balou. Ce fut alors que Bagheera souleva son menton tout dégoûtant d'eau et de désespoir lança l'appel des serpents pour demander du secours. « Nous sommes du même sang, vous et moi !» Kaa, semblait-il, avait tourné queue à la dernière minute, et Balou, à demi suffoqué sous les singes au bord de la terrasse, ne put retenir un petit rire en entendant la panthère noire appeler à l'aide. Kaa venait à peine de se frayer une route par-dessus le mur de l'ouest, prenant terre d'un effort qui délogea une des pierres du faîte pour l'envoyer rouler dans le fossé. Il n'avait pas l'intention de perdre aucun des avantages du terrain, aussi se roula-t-il et déroula-t-il une fois ou deux pour être sûr que chaque pied de son long corps était en condition. Pendant ce temps, la lutte avec Balou continuait. Les singes glapissaient dans le réservoir autour de Bagheera et Mang, la chauve-souris, volant de ci de là, portait à travers la jungle la nouvelle de la grande bataille, si bien que Hati lui-même, l'éléphant sauvage, se mit à trompeter, et que de très loin, des bandes de singes éparses, réveillées par le bruit, accoururent, en bondissant à travers les routes des arbres, à l'aide de leurs amis des grottes froides, tandis que le fracas de la lutte effarouchait tous les oiseaux diurnes à des milles alentours. Alors vint Kaa. Tout droit, très vite, avec la hâte de tuer. La puissance de combat d'un python réside dans le choc de sa tête, appuyée de toute la force et de tout le poids de son corps. Si vous pouvez imaginer une lance, ou un bélier, ou un marteau lourd d'à peu près une demi-tonne, conduit et habité par une volonté froide et calme,
Vous pouvez grossièrement vous figurer à quoi ressemblait Kaa dans un combat. Un python de 4 ou 5 pieds peut renverser un homme s'il le frappe en pleine poitrine. Or, Kaa, vous le savez, avait 30 pieds de long. Son premier coup fut donné au cœur même de la masse des singes qui s'acharnaient sur Balou. Dirigé au but, bouche close, sans bruit. Il n'y en eut pas besoin d'un second. Les singes se dispersèrent au cri de « Kaa, c'est Kaa, fuyez, fuyez !» Depuis des générations, les singes avaient été tenus en respect par l'épouvante où les plongeaient les histoires de leurs aînés à propos de Kaa, le voleur nocturne, qui glisse le long des branches aussi doucement que s'étend la mousse, et enlève aisément le singe le plus vigoureux. Le vieux Kaa, qui peut se rendre tellement pareil à une branche morte ou à une souche pourrie que les plus avisés s'y laissent prendre jusqu'à ce que la branche les happe. Kaa était tout ce que craignaient les singes dans la jungle, car aucun d'eux ne savait où s'arrêtait son pouvoir, aucun d'eux ne pouvait le regarder en face, et aucun d'eux n'avait jamais sorti vivant de son étreinte. Aussi fuyait-il, en bégayant de terreur, sur les murs et les toits des maisons, tandis que Balou poussait un profond soupir de soulagement. Malgré sa fourrure, beaucoup plus épaisse que celle de Bagheera, il avait cruellement souffert de la lutte. Alors, Kaa ouvrit la bouche pour la première fois. Un ordre prolongé siffla et les singes, qui au loin se pressaient de venir à la défense des grottes froides, s'arrêtèrent, où ils étaient, cloués par l'épouvante, tandis que pliaient et craquaient sous leur poids les branches qu'ils chargeaient. Ceux qui couvraient les murs des maisons vides turent subitement leurs cris, et dans le silence qui tomba sur la cité, Mowgli entendit Bagheera secouer ses flancs humides en sortant du réservoir, puis la clameur recommença. Les singes bondirent du plus haut des murs, plus haut sur les murs. Ils se cramponnèrent au cou des grandes idoles de pierre, poussèrent des cris perçants en sautillant le long des créneaux, tandis que Mowgli, qui dansait de joie dans le pavillon, collait son œil au jour du marbre et huait à la façon des hiboux entre ses dents de devant pour se moquer et montrer son mépris. « Remonte le petit dôme par la trappe, je ne peux pas faire davantage, haleta Bagheera. Prenons le petit dôme et fuyons, ils pourraient nous attaquer de nouveau. Ils ne bougeront plus jusqu'à ce que je leur commande. Restez !» Kaa siffla et le silence se répandit une fois de plus sur la ville. Je ne pouvais pas venir plus tôt, camarade, mais j'ai cru en vérité t'entendre appeler. Cela s'adressait à Bagheera. Je peux bien avoir crié dans la lutte, répondit Bagheera. Balou, es-tu blessé? Je ne suis pas sûr qu'il ne m'ait pas taillé en 100 petits oursons, dit Balou en secouant gravement ses pattes l'une après l'autre. Waouh, je suis moulu. Kaa, nous te devons, je pense, à la vie, Bagheera et moi. Peu importe. Où est le petit dôme? Ici, dans une trappe, je ne peux pas grimper, cria Mowgli. La courbe du dôme écroulé s'arrondissait au-dessus de sa tête. Emmenez-le, il danse comme mort le pan, il va écraser nos petits, dirent les cobras à l'intérieur. Ah, fit Kaa avec un petit rire. Elle a des amis partout, cette graine d'homme. Recule-toi, petit. Cachez-vous, peuple du poison. Je vais briser le mur. Kaa examina avec soin la maçonnerie jusqu'à ce qu'il découvrit dans le réseau du marbre une lézarde, plus pâle, dénotant un point faible. Il donna 2 ou 3 légers coups de tête pour se rendre compte de la distance, puis, élevant 6 pieds de son corps au-dessus du sol, il lança de toutes ses forces le nez en avant une demi-douzaine de coups de bélier. Le travail à jour céda, s'émietta en un nuage de poussière et de gravats, et Mowgli se jeta d'un bond par l'ouverture entre Balou et Bagheera. Un bras passait autour de chaque cou musculeux. « Es-tu blessé » demanda Balou en le serrant doucement. « Je suis lasse, j'ai faim et je ne suis pas moulu à moitié, mais oh, ils vous ont cruellement traité, mes frères. Vous saignez. »« Il y en a d'autres, » dit Bagheera en se léchant les lèvres et en regardant les singes morts sur la terrasse autour du réservoir. « Ce n'est rien si tu es sauf. Oh, mon orgueil entre toutes les petites grenouilles, pleura Balou. Nous jugerons de cela plus tard, dit Bagheera d'un ton sec, qui ne plut pas du tout à Mowgli. Mais voici Kaa, auquel nous devons l'issue de la bataille, et toi la vie. Remercie-le, suivant nos coutumes, Mowgli. Mowgli se tourna, vit la tête du grand python qui oscillait d'un pied au-dessus de la sienne. Ainsi c'est là cette graine d'homme, dit Kaa. Sa peau est très douce, et il ne diffère pas beaucoup des bandarlogues. Est-ce soin, petit, que je ne te prenne jamais pour un singe par quelque crépuscule un jour où je vienne de changer d'habit. Nous sommes du même sang, toi et moi, répondit Mowgli. Je te dois la vie cette nuit, ma proie sera ta proie si jamais tu as faim. Oh, Kaa. Tous mes remerciements, petit frère, dit Kaa, dont l'œil narquois brillait. Et que peux tuer un si hardi chasseur? Je demande à suivre la prochaine fois qu'il se met en campagne. Je ne tue rien, je suis trop petit, mais je rabats les chèvres au devant de ceux qui en ont l'emploi. Quand tu te sentiras vide, viens à moi et tu verras si je dis vrai.
J'ai quelque adresse grâce à ceci. Il montra ses mains. Et si jamais tu tombes dans un piège, je peux payer la dette que je te dois, ainsi que ma dette envers Bagheera et Balou, ici présents. Bonne chasse à vous tous, mes maîtres. Bien dit, grommela Balou, car Mowgli avait joliment tourné ses remerciements. Le python laissa tomber légèrement sa tête pour une minute sur l'épaule de Mowgli. Cœur brave et langue courtoise, dit-il, te conduiront loin dans la jungle, petit. Mais maintenant va-t'en avec tes amis, va t'endormir, car la lune se couche et il vaut mieux que tu ne vois pas ce qui va suivre. La lune s'enfonçait derrière les collines et les rangs de singes tremblants, pressés les uns contre les autres sur les murs, et les créneaux paraissaient comme des franges grelottantes et déchiquetées. Balou descendit au réservoir pour y boire, et Bagheera commença de mettre en ordre sa fourrure, tandis que Kaa rampait vers le centre de la terrasse et fermait ses mâchoires d'un claquement sonore qui rivait sur lui les yeux de tous les singes. « La lune se couche, dit-il. Y a-t-il encore assez de lumière pour voir ?» Des murs vint un gémissement comme celui du vent à la pointe des arbres. « Nous voyons, ô Kaa !»« Bien. Et maintenant voici la danse de la fin de Kaa. Restez tranquille et regardez. » Il se leva 2 ou 3 fois en un grand cercle, agita sa tête de droite et de gauche d'un mouvement de navette, puis il se mit à faire des boucles et des 8 avec son corps, des triangles visqueux qui se fondaient en carrés, mous, en pentagones, en tertres mouvants, tout cela sans se hâter, sans jamais interrompre le sourd bourdonnement de sa chanson. La nuit se faisait de plus en plus noire, bientôt on ne distingua plus la lente et changeante oscillation du corps, mais on continuait d'entendre le bruissement des écailles. Balou et Bagheera se tenaient immobiles comme des pierres. Des grondements au fond de la gorge, le cou hérissé. Mowgli regardait, tout surpris. « Bandarlog, dit enfin la voix de Kaa, pouvez-vous bouger, les mains ou les pieds, sans mon ordre, parler ?»« Sans ton ordre, nous ne pouvons bouger ni pieds ni mains, ô Kaa. »« Bien. Approchez d'un pas plus près de moi. » Les rangs des singes, irrésistiblement, ondulèrent en avant et Balou et Bagheera firent avec eux un pas rapide. « Plus près, siffla Kaa. » Et tous entrèrent en mouvement de nouveau. Mowgli posa ses mains sur Balou et sur Bagheera pour les entraîner au loin, et les 2 grosses têtes tressaillirent, comme si on les eût tirées d'un rêve. « Laisse ta main sur mon épaule, murmura Bagheera. « Laisse là où je vais être obligé de retourner vers Kaa. » Ah, mais ce n'est rien que le vieux Kaa est en train de faire des ronds dans la poussière. Allons-nous-en, dit Mowgli, allons-nous-en. Et tous 3 se glissèrent à travers une brèche des murs pour gagner la jungle. Ouf, dit Balou quand il se retrouva dans la calme atmosphère des arbres. Jamais plus je ne fais alliance avec Kaa. Et il se secoua de haut en bas. Il en sait plus que nous, dit Bagheera en frissonnant. Un peu plus, si je n'avais suivi, je marchais dans sa gueule. Plus d'un en prendra la route avant que la lune ne se lève de nouveau, dit Balou. Il fera bonne chasse, à sa manière. Mais qu'est-ce que tout cela signifiait, demanda Mowgli, qui ne savait rien de la puissance de fascination du python. Je n'ai rien vu de plus qu'un gros serpent en train de faire des ronds ridicules jusqu'à ce qu'il fît noir, et son nez était tout abîmé. Mowgli, dit Bagheera avec irritation, son nez était abîmé à cause de toi, comme c'est à cause de toi que sont déchirées mes oreilles, mes flancs et mes pattes, ainsi que le mufle et les épaules de Balou. Ni Balou ni Bagheera ne seront en humeur de chasser avec plaisir pendant de longs jours. Ce n'est rien, dit Balou. Nous sommes rentrés en possession du petit dôme. C'est vrai, mais il nous coûte cher, il nous a coûté du temps qu'on aurait pu passer en chasses utiles, des blessures, du poil, je suis à moitié pelé tout le long du dos, et enfin de l'honneur. Je dis de l'honneur, car rappelle-toi, Mowgli, que moi, la panthère noire, j'ai dû appeler à l'aide Kaa, que tu nous as vus, Balou et moi, demeurer stupides comme des oisillons devant la danse de la faim. Tout ceci, petit homme, vient de tes jeux avec les bandarlogues. C'est vrai, dit Mowgli avec chagrin. Je suis un vilain petit homme, je me sens le cœur très gros. Que dit la loi de la jungle, Balou? Balou ne voulait pas accabler Mowgli, mais il ne pouvait prendre de licence avec la loi. Aussi mâchonna-t-il. Chagrin n'est pas punition. Souviens-t'en, Bagheera, il est tout petit. Je m'en souviendrai, mais il m'a fait mal. Il a mal fait, pardon. Et les coups méritent maintenant les coups. Mowgli, as-tu quelque chose à dire? Rien, j'ai eu tort, Balou et toi vous êtes blessés, c'est juste. Bagheera lui donna une demi-douzaine de tapes, amicales pour une panthère. Elles auraient à peine réveillé un de ses propres petits, mais qui furent pour un enfant de 7 ans une correction aussi sévère qu'on pouvait souhaiter d'en éviter. Quand ce fut fini, Mowgli éternua, tâcha de se reprendre sans un mot. Maintenant, dit Bagheera, saute sur mon dos, petit frère, et retournons à la maison. Une des beautés de la loi de la jungle, c'est que la punition règle tous les comptes. C'en est fini, après, de toutes les tracasseries. Mowgli laissa tomber sa tête sur le dos de Bagheera et s'endormit si profondément qu'il ne s'éveilla même pas lorsqu'on le déposa dans la caverne de ses frères.
Chanson de route des bandarlogues. Voyez-vous passer festonnant la brune, à mi-chemin de la jalouse lune? N'enviez-vous pas nos libres tribus? Que penseriez-vous de 2 mains de plus? N'aimeriez-vous pas cette queue autour plus harmonieux que l'arc de l'amour? Vous vous fâchez, ce n'est pas important. Frère, regarde ta queue qui pend. Sur la branche haute, en rang, nous rêvons à de beaux secrets que nous seuls savons. Songeant aux exploits que le monde espère et qu'à l'instant notre génie opère, quelque chose de noble et de sage fait, de par la vertu d'un simple souhait. Quoi, je ne sais plus, était-ce important? Frère, regarde ta queue qui pend. Tous les différents langages ou cris d'oiseaux, de reptiles, de fauves appris, plumes, écailles, poils, chants de plaine ou de bois, jacassons-les vite, tous à la fois. Excellent, parfait, voilà que nous sommes maintenant pareils tout à fait aux hommes. Jouons à l'homme, est-ce bien important? Frère, regarde ta queue qui pend. Le peuple singe est étonnant. Venez, notre essaim bondissant dans les grands bois monte et descend. En fusée au sommet léger où mûrit le raisin sauvage, par le bois mort que nous cassons, le beau fruit que nous faisons, oh, soyez sûrs que nous allons consommer un sublime ouvrage. Chapitre 3.